Donc, on a la chance d'accueillir Amaury Dalle, qui est professeur à la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne et secrétaire général de la section internationale, enfin donc fêtière de l'AIPU, que je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation de nous parler du feedback aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître d'une manière ou d'une autre, il vous suffit de fermer votre caméra et de ne rien dire. On ne vous verra pas. Il n'y a pas de souci. Et puis, comme de coutume, on va commencer par une introduction que va nous faire Amaury, qui va nous emmener sur un chemin qu'il a choisi. Ensuite, on pourra intervenir, poser des questions et vraiment échanger sur cette thématique qui nous tient bien à cœur pour faire au mieux avec nos étudiants, pour créer du lien avec eux, pour leur donner les outils pour qu'ils progressent. Et dès que vous avez des classes, je dirais, de taille intermédiaire à très grande, donner du feedback dans des délais raisonnables, c'est jamais tellement facile. Donc, je vais passer la parole à Amaury. Et puis, on va ensuite rebondir là-dessus. Amaury, si tu veux aussi compléter ton parcours, c'est volontiers. Hein, j'étais un peu brève quand même dans ma présentation. Très bien. Je vais partager tout de suite ma présentation, ce sera le plus simple. Voilà, vous voyez bien la présentation. C'est parfait, merci beaucoup. En fait, je suis donc effectivement, je suis professeur à la HEP Vaud. Je m'occupe là des formations continues certifiées, en fait. Donc, c'est-à-dire les formations post-grade, comme on les appelle en Suisse, ou des diplômes de formation continue à destination principalement des enseignantes et des enseignants de l'école obligatoire ou post-obligatoire. Ça, c'est un peu ma fonction principale, mais aussi j'enseigne. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus de ça dont je vais parler. C'est plus de mon expérience, peut-être avec les feedbacks pédagogiques et comment petit à petit j'ai fait évoluer la façon dont je donnais des feedbacks aux étudiants. Et puis, l'air de rien, comment, avec l'usage de ChatGPT, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses, en fait. C'est pas parce que j'ai réfléchi à des choses que j'ai utilisé ChatGPT, mais c'est presque le contraire. Ça paraît un peu bizarre peut-être, mais bon. Voilà. Ici, modestement, je vous explique simplement comment moi je conçois le feedback pédagogique. C'est vrai que je donne des formations sur le feedback depuis bien longtemps, sur l'évaluation, mais peut-être quelle est la philosophie qu'il y a derrière. Et puis, comment moi j'ai utilisé à un moment donné ChatGPT pour faire évoluer peut-être la qualité, peut-être, ou en tout cas me rendre mieux compte de la qualité des feedbacks que je donnais. Et puis, comme l'a dit Nathalie en introduction, hein, est-ce qu'on peut rendre le feedback rapide et efficace? C'était ça sa question au départ quand elle m'a interpellé pour faire une présentation aujourd'hui. Alors, finalement, rapide et efficace, au départ, je me disais, mais c'est pas possible en fait. L'évaluation dans la vie universitaire, ça prend tellement de temps dans l'enseignement supérieur. Comment est-ce qu'on peut vraiment être rapide et efficace? Si on est rapide, on n'est plus de qualité en fait. C'est un peu compliqué. Après, bon, rapide, efficace, vous savez que Nathalie est prof de marketing. Et c'est peut-être un argument de vente, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. En fait, dans la vie, tout devrait être rapide et efficace, hein. Les feedbacks aux étudiants, mais on peut aller jusque... si on doit changer une roue au bord de la route, on aimerait que ça soit rapide et efficace. Si on doit accoucher, c'est mieux d'être rapide et efficace à la limite. Mais c'est un peu une expression un peu bateau. Tout devrait être rapide, efficace, mais on ne vit pas dans le monde j'allais dire des bisounours, mais du marketing, on pourrait dire. On ne vit pas dans ce monde-là et certaines évidemment, réalités s'imposent à nous. Je vais essayer de ne pas
raconter trop de bêtises parce que j'ai vu que dans les participants, il y a des personnes que j'ai eues comme étudiantes. Et donc, je vais essayer de coller en tout cas à ce que je pratique dans mes cours un minimum. Alors, en pédagogie, on parle on parle pas tellement de rapidité ou d'efficacité, mais plutôt de validité et de fiabilité. Validité, ça veut dire qu'on évalue effectivement ce qu'on prétend évaluer. On évalue donc les objectifs qu'on vise, les objectifs d'apprentissage qu'on vise. Et puis, on essaye d'être le plus possible fiable, c'est-à-dire qu'on évalue toujours de la même façon. On n'évalue pas les étudiants avec des critères différents. On essaye aussi de faire en sorte que notre feedback est stable tout au long du temps. C'est-à-dire que quand on est frais et dispo le matin, on évalue de la même façon que si on était à 23 heures et qu'on doit rendre les notes pour minuit. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on a en tête normalement quand on fait du feedback. Alors, être personnalisé, ça c'est l'idéal aussi. Quand on a 700 étudiants, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment être personnalisé? Ou donner l'impression qu'on est un petit peu personnalisé? C'est un gros défi. C'est vrai que les IA pourraient peut-être nous aider à ça. Dans la littérature, on trouve beaucoup de choses sur les feedbacks et c'est évidemment à utiliser pour apprendre, mais c'est aussi peut-être pour accompagner l'apprentissage. De plus en plus, et je relisais un peu des choses que votre collègue à la HESSO, Richard Emmanuel Istès, a écrit récemment. Est-ce que le feedback ne devrait pas être porté aussi sur le processus, ou même de plus en plus sur le processus, la façon dont on apprend, la façon dont les étudiants développent des stratégies pour apprendre? Et j'y reviendrai après, mais je trouve ça important. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider? C'était la question sous-jacente. Je crois on connaît un peu tous et toutes des outils dans Moodle, par exemple, pour faire des questionnaires à choix multiples et avec des feedbacks automatiques, mais qui sont un peu tous les mêmes. On doit les pré-rédiger. Et c'est pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est personnalisé? Oui, en fonction de la réponse des étudiants, mais c'est pas individuel et vraiment personnalisé en fonction de ce dont a besoin ou de la façon dont fonctionne chaque étudiant. Donc voilà, je vous propose une petite présentation d'abord en 3 temps et puis après, on pourra en discuter. Je crois que le plus important pour être rapide et efficace, c'est de bien connaître ses étudiants. Et la première chose à faire, c'est de créer un climat relationnel qui soit propice à l'apprentissage et à des feedbacks constructifs. C'est-à-dire que si c'est un peu une relation pas très positive avec les étudiants, s'ils n'ont pas confiance en vous, s'ils ont l'impression que vous changez les critères ou bien qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance, ce ne sera pas propice à l'apprentissage, ce ne sera pas propice au feedback et vous pouvez donner les meilleurs feedbacks du monde. Ils vont peut-être pas en tenir compte parce qu'ils ont l'impression que ça s'adresse pas à eux ou que c'est pas pertinent. Et donc ça, vraiment créer ce climat relationnel pour que le feedback soit efficace. Efficace, ça veut dire qu'il soit bien utilisé par les étudiants, qu'il fasse réfléchir les étudiants pour apprendre. Ça, je crois que c'est la première chose à faire dans un cours au début d'un semestre, mais aussi tout au long. Le deuxième point concerne la préparation des évaluations et les feedbacks. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, notamment avec les intelligences artificielles, pour préparer le feedback, si on veut que ce soit rapide, mais qu'en fait on sait que l'évaluation prend toujours du temps, il faut préparer le plus possible les choses à l'avance. C'est un peu comme un cuisinier, une cuisinière qui doit faire toutes ses préparations à l'avance pour qu'au moment où il faut faire le plat, tout soit prêt, qu'il n'y ait plus qu'à presque à mélanger ou à cuire les dernières choses. Donc ça, beaucoup de préparation en amont. Et puis, s'outiller. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé dans Moodle. Et puis, j'ai fait quelques tests avec ChatGPT pour montrer que ça marche quand même pas si mal que ça. Pour peu qu'il y ait un bon climat avec les étudiants et que ça a été préparé à l'avance.
Un climat relationnel propice, oui, je disais en introduction, juste avant la présentation, je parlais avec Nathalie et puis elle me disait, est-ce que tu vas présenter un peu les grands principes du feedback? Alors, les grands principes du feedback, je les ressasse depuis 15 ans dans des formations que je donne. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Oui, les grands principes, on les connaît. Il faut que les feedbacks portent sur les porte sur des choses concrètes, sur des éléments concrets du travail des étudiants, quelque chose qu'on peut observer. Ça doit donner des indications aux étudiants pour s'améliorer, et puis que ce soit suffisamment positif pour qu'ils aient envie de s'améliorer. Il ne faut pas que ça les démoralise et puis qu'ils arrêtent tout. Il faut leur donner évidemment l'envie d'en savoir plus et d'aller plus loin. Donc, je crois que je parle très souvent de l'attitude d'amitié critique. C'est bien documenté dans la littérature. L'amitié critique, c'est on est un ami, c'est-à-dire que si on est un ami, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, c'est quelqu'un qui va être empathique, qui va donner de façon empathique du feedback, mais justement parce que c'est un ami, il va se permettre d'être critique et dire les choses. Et parfois, il faut pouvoir dire clairement les choses aux étudiants. Quand c'est faux, par exemple, on ne va pas faire beaucoup de circonvolutions pour dire que quelque chose n'est pas juste. Évidemment, il faut le dire de façon directe. Et pour être direct, il faut être dans une relation qui est suffisamment empathique et suffisamment construite pour pouvoir le faire, que pour oser le faire. Un deuxième élément, c'est peut-être plus récent, j'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps, c'est l'attitude d'humilité pédagogique. C'est pas mal développé dans la formation à distance, notamment, où vous savez qu'en formation à distance, on n'a pas beaucoup de contact avec les étudiants et il faut leur donner l'impression qu'il y a une présence à distance, qu'on est là pour eux, qu'il y a quelqu'un au bout du fil et qu'il y a une bonne relation tout de même si on ne se côtoie pas beaucoup. Et donc, Annie Lapierre, elle a cette expression d'humilité pédagogique où elle parle de créer un environnement engagé, inclusif, faire en sorte que les étudiants aient un certain sentiment d'apprentissage au groupe, faire en sorte que on peut les interpeller personnellement, on peut faire en sorte à certains moments, même dans un grand groupe, faire en sorte qu'ils discutent les uns avec les autres pour des petits exercices. Créer aussi une certaine forme d'alliance pédagogique pour donner la confiance en eux aux étudiants, leur montrer qu'ils sont capables de faire, même si c'est difficile, évidemment, qu'ils sont capables, qu'ils ont les capacités de le faire, et donc ça entretient la motivation. Et puis, faire preuve aussi d'empathie pour répondre plus efficacement aux besoins, aux intérêts des étudiants. Alors, évidemment, individuellement, ça va être compliqué s'ils sont beaucoup, mais tout de même, leur montrer qu'on est là, qu'on est au moins à l'écoute. Et puis, une troisième conception de l'accompagnement et du feedback ou de la relation avec les étudiants, c'est ce qu'on appelle l'empathic second person. C'est des didacticiens des maths qui ont beaucoup développé ça, avec une philosophie où on est beaucoup dans l'empathie, mais on crée, on est un peu la seconde personne. On n'est pas l'étudiant, la première personne. On n'est pas une troisième personne non plus. On n'est pas quelqu'un complètement externe à la relation qui parle des étudiants en il ou eux. Mais on est dans une relation de tu ou de vous où on crée cette relation pédagogique où on ose dire les choses aux étudiants et ils ont l'occasion d'être à l'écoute et nous-mêmes et eux-mêmes à l'écoute de ce qu'on a à leur dire. Ça fait penser un peu à quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, l'approche de Charles Hadji sur l'évaluation constructive ou évaluation à volonté formative. Charles Hadji, il ne dit rien d'autre que ça. Il dit que finalement, l'évaluation certificative ou sommative, d'une part, et l'évaluation formative, d'autre part, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la différence? Même une évaluation sommative doit donner du feedback pour l'apprentissage des étudiants.
Et il y a je les passe rapidement en revue, hein. Il dit que n'importe quel type d'évaluation doit viser l'apprentissage, devrait apporter aux étudiants des trucs et astuces pour développer leur autonomie, mais aussi leur autorégulation. Quand on donne une grille d'évaluation aux étudiants, ben, c'est pour les aider ou les amener à s'évaluer par eux-mêmes aussi. Surtout avec nos adultes ou nos jeunes adultes dans nos écoles, dans nos universités. En pratique, qu'est-ce que disent tous ces auteurs? Ils disent que un bon feedback, c'est un feedback qui reconnaît les efforts fournis par les étudiants et puis qui équilibre aussi le feedback de groupe et le feedback individuel. On s'adresse autant quand ils travaillent en groupe, je veux dire. On pose des questions avant de donner son feedback, donc on crée une forme de dialogue. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du feedback Pendleton. C'est le feedback où on demande d'abord aux étudiants qu'est-ce qui a bien été dans leur travail, ils nous répondent, et puis nous, on leur donne un feedback sur ce qui a bien fonctionné. Et puis on demande aux étudiants ensuite qu'est-ce qui a moins bien été dans leur travail, et nous, on leur répond sur ces éléments à améliorer. Et ça une sorte de dialogue qui est beaucoup plus propice à l'écoute et à l'apprentissage du côté des étudiants. Un bon feedback, c'est aussi un feedback qui reconnaît les émotions, qui est à l'écoute du stress des étudiants ou des difficultés personnelles rencontrées. Bien sûr, on n'est pas des psychologues, on ne va pas résoudre tous leurs problèmes, mais leur montrer qu'on est au moins à l'écoute, ça fait diminuer le stress, et moins de stress, c'est bon pour l'apprentissage, ça c'est sûr. Voilà, et puis proposer des pistes d'amélioration et être assez direct sur les corrections à apporter, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la première chose, mettre en place une bonne relation avec les étudiants, une relation qui porte sur l'apprentissage et le dialogue. Alors, deuxième point, c'est la préparation des évaluations et des feedbacks. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez ce que sont des objectifs d'apprentissage, on les rédige évidemment au départ, on pense à des critères d'évaluation, on pense à des épreuves d'évaluation, des travaux à réaliser ou des questions d'examen, etc., ou des cas à résoudre ou des problèmes à résoudre, etc. On va créer une grille d'évaluation pour des travaux élaborés que les étudiants doivent réaliser. On va créer des grilles d'évaluation, je vais montrer un exemple après. Et puis, se préparer à donner du feedback. On peut préparer en amont toute une série de choses à propos du feedback. Pourquoi pas certains types de feedback automatiques quand il y a, par exemple, des erreurs récurrentes qui sont observées. Tout ça, on peut le faire avec des IA génératives. Si vous demandez à ChatGPT de rédiger quelques objectifs d'apprentissage sur un cours qui s'adresse à tel type d'étudiants, dans tel type de programme, etc., il va vous proposer des choses assez pertinentes en général. En fait. Si en plus vous lui donnez des différents aspects sur les contenus, il va être encore plus pertinent. Et c'est la même chose pour les critères ou les grilles d'évaluation, etc. Je vous montre un peu comment moi j'ai fonctionné. Et donc, ça fait longtemps que je donne. Je prends un exemple d'un cours que je donne à l'Université de Genève en formation continue. C'est un cours qui porte sur les stratégies pour développer des communautés d'apprentissage et des communautés de pratique. Donc, c'est de la formation continue. C'est dans un programme un diplôme centré sur le e-learning. Et puis, ça, c'est le cours que je donne, porte sur les communautés d'apprentissage et de pratique. Voilà, donc j'ai une quinzaine, une vingtaine de personnes qui viennent de tous horizons. Et ce que je leur demande, c'est de décrire et analyser une communauté d'apprentissage ou de pratique qu'ils veulent mettre en place et ou qu'ils ont déjà mis en place. Alors, je leur demande de déposer leurs travaux sur Moodle, ça ressemble à ceci.
Et donc, dans Moodle, vous savez peut-être, il y a, quand on crée un devoir dans Moodle, on peut créer ce qu'on appelle une évaluation avancée et on peut créer une grille d'évaluation. C'est ici. Donc, la grille d'évaluation, euh, elle va ressembler à une grille d'évaluation classique, sauf qu'elle sera dynamique. On va pouvoir l'utiliser directement en regard des travaux des étudiants. Donc, avec ce devoir, les étudiants vont remettre leurs travaux. Voilà à quoi ça ressemble dans le Moodle. Les étudiants, ben, on voit leur nom sur leur prénom, là, sur la gauche. Ils ont remis un travail. Et puis, quand on clique sur évaluer, ben, on a ceci qui apparaît. Donc, on a une grille d'évaluation, peu importe c'est un peu petit évidemment, mais peu importe. Voilà comment c'est structuré. On a une première colonne où j'ai repris chacun des critères d'évaluation des travaux des étudiants. Puis on a 4 colonnes. Moodle n'est pas très ergonomique, donc les colonnes sont toutes petites. Bon, il faut se débrouiller avec ça, on n'a pas trop le choix. Donc, c'est ce que j'ai. Et donc, ces colonnes-là sont cliquables. On peut cliquer sur une des 4 colonnes. Ici, c'est la 4e colonne, c'est ce qu'il y a de mieux. Cet étudiant-là, Cédric, en l'occurrence, ben, il a très bien fait pour ce critère-là. Et puis, j'ai laissé une colonne de commentaires pour donner aux étudiants, un feedback sur chacun des critères. Et puis tout en bas de la grille, on a ici la possibilité d'avoir les points, enfin la note finale. Ici, la note finale, c'est acquis avec aisance, mais il y a différents types de pondération. Et puis, je peux aussi donner un feedback avec des commentaires. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps, depuis même très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je donne ce cours-là. Cette grille d'évaluation-là, je l'ai fait un petit peu évoluer, mais je vois bien qu'elle fonctionne bien. Et c'est comme ça que je donne les évaluations aux étudiants. Et donc, je me suis dit, mais si j'avais dû le faire, si à l'époque, j'avais pu le faire avec une intelligence artificielle, qu'est-ce que ça aurait donné? Et donc, je vous propose de voir un peu l'exercice que j'ai fait. J'aime bien de rappeler cette citation de ChatGPT lui-même. Un bon prompt, c'est qu'il combine l'intention, une audience, un contexte et des résultats attendus. C'était lui qui le dit, ben, j'ai tendance à lui faire confiance. Donc, plusieurs actions qu'on peut réaliser avec ChatGPT en amont, c'est notamment rédiger donc, des objectifs d'apprentissage, élaborer des activités évaluatives ou des épreuves certificatives, euh, élaborer des critères, lui expliquer notre philosophie du feedback. Moi, je lui ai expliqué comment je voulais du feedback. Je voulais que ce soit empathique, mais que ce soit. Je voulais être un ami critique, quelqu'un qui ose dire les choses. Je ne veux pas que ce soit paternaliste. Je préfère que ce soit plutôt, comment dire, avec une certaine humilité pédagogique, hein, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, ben, les travaux d'étudiants, on va les soumettre. J'aurais dû ajouter en parenthèse en les anonymisant, sinon ChatGPT va utiliser les noms, enfin, ou en tout cas, on ne sait pas trop ce que ça devient. Donc, en anonymisant les travaux. Lui demander de rédiger des feedbacks généraux et ou par critères. Et puis, très certainement qu'il va falloir affiner l'orientation des feedbacks. Je vais vous montrer un exemple d'un feedback sur un critère qui m'a donné, mais que j'ai voulu absolument rephraser parce que ça ne me convenait pas du tout. Donc voilà un peu les différentes étapes qu'on peut réaliser en amont du feedback, en amont de la délivrance du feedback aux étudiants. Je vous montre donc le premier prompt que j'ai utilisé, simplement avec ChatGPT, version standard, gratuite. Je préférais utiliser ça pour vous montrer que ce n'est pas avec une intelligence artificielle vraiment trop spécialisée. Ici, c'est vraiment utilisable par n'importe qui. Donc, je suis prof dans l'enseignement supérieur. Je donne un cours de formation sur le thème des stratégies, des outils pour les communautés de pratique professionnelle. Voilà les objectifs de la formation, donc les objectifs d'apprentissage.
J'ai joint le document qui reprend les consignes de travail pour les étudiants et les critères d'évaluation. Et je lui demande, est-ce que tu pourrais me proposer une grille d'évaluation, c'est-à-dire un tableau avec une première colonne, les critères, et puis dans les 4 colonnes suivantes, une description courte de chaque niveau d'atteinte de critères. Okay. Et j'ai été un peu surpris. Il m'a montré ceci, qui correspond assez bien à la grille d'évaluation que j'ai développée. Et c'est une grille d'évaluation assez classique. On retrouve mes critères d'évaluation sur la gauche et puis 4 niveaux d'évaluation de l'excellent à insuffisant. Je pourrais la faire je pourrais la réviser un peu mieux avec lui en expliquant ce que j'attends plus précisément des différents niveaux d'évaluation. Ça, je pourrais discuter avec lui à propos de ça un peu plus clairement. Mais ça correspond assez bien à ce que j'ai mis en place moi-même et qui fonctionne bien. Ensuite, j'ai voulu évaluer le travail d'un étudiant. Donc, le travail que je vous ai montré juste avant avec la grille d'évaluation de Cédric, je lui ai donné le travail. Est-ce que tu pourrais le lire et faire une proposition d'évaluation en utilisant la grille que tu viens de créer? Et puis, je lui ai posé une autre question. Une fois que tu as évalué, j'aimerais un feedback à adresser à cet étudiant. Je voudrais un feedback pour chaque critère et un feedback global. Et les feedbacks formulés devraient respecter certains principes autour de l'amitié critique, l'humilité pédagogique. Voilà ce que j'entends par ces concepts-là. Un ton amical, très sincère, avec de l'empathie, pour donner envie à l'étudiant d'en savoir plus et d'améliorer son travail. C'est très... j'aurais pu développer beaucoup plus, mais j'ai voulu essayer comme ça dans un premier temps plus rapidement. Voilà la grille qui m'a proposée. Donc, pour la notation de l'étudiant Cédric, voilà les différents critères et il justifie à chaque fois pourquoi il attribue tel critère. Et encore une fois, ce qu'il note est relativement cohérent par rapport à ce que moi j'avais fait en corrigeant le travail auparavant. Donc, après, il a fait une pondération que je ne lui avais pas demandé, mais, euh, mais bon, ce sera à corriger pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est un bon travail dans l'ensemble. On voit, il présente tout ce qui est description, c'est très bien, et tout ce qui est analyse sur l'organisation de la communauté, les outils à utiliser, etc., par la communauté, ça tient assez bien la route. Ensuite, je lui ai demandé du feedback et sur le critère 1, je vous montre juste cet exemple-là pour faire vite, mais c'est quelque chose qu'il faut très, très certainement reprendre par la suite. Pour le feedback sur le critère 1, donc c'est des présentations du contexte institutionnel de sa communauté ou de la formation dans laquelle sa communauté qui décrit est reprise, il me propose ce feedback-là. Tu poses très solidement le décor, on comprend tout de suite l'enjeu institutionnel, la structure c'est l'institution dans laquelle Cédric travaille. Et la dynamique actuelle autour du LMS, c'est précieux, car cela entend plonger dans une réalité tangible. Peut-être pourrais-tu, dans un second temps, expliciter encore davantage les enjeux stratégiques, etc. C'est clairement un feedback que j'aurais jamais fait. C'est pas du tout mon style. Il y a beaucoup trop d'adverbes. Oups, où est-ce que je suis là? Ensuite, j'étais trop loin. Non. Attendez, pardon. J'étais là. Voilà. Il y a beaucoup trop. Quand il dit très solidement, moi, je n'utilise pas du tout. C'est précieux ou pour raffiner encore. Il y a trop d'adverbes pour moi. Ça doit être. J'aime bien être empathique, mais en même temps assez formel ou assez direct, on va dire. Quand on en rajoute, je trouve que ça fait pas sérieux. Le très solidement, par exemple, j'aurais jamais utilisé ça. Donc, je lui ai donné un autre
pour affiner le feedback sur ce critère-là, je lui ai demandé d'affiner en disant merci pour les feedbacks. Je suis poli, j'ai été élevé comme ça, il n'y a pas besoin de le faire à mon avis, mais je souhaiterais qu'il soit rédigé de façon moins dithyrambique. Je souhaite qu'il soit empathique, mais pas paternaliste. C'est-à-dire que les feedbacks, et j'aurais pu vous montrer d'autres exemples, mais le feedback qu'il proposait était un peu... c'est un peu, oui, c'est très bien, mais tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et je trouvais un peu paternaliste et ça donnait pas le sentiment que les étudiants étaient autonomes dans leur travail et pouvaient, enfin, où je m'attendais à faire en sorte qu'ils travaillent par eux-mêmes, en fait. C'était pas une relation d'adulte à adulte, je trouvais. En tant que formateur d'adultes, je souhaite faire transmettre une attitude humble, donc de ma part, et que les feedbacks portent sur des éléments concrets que l'étudiant peut modifier. Et il a changé d'une façon que je trouve intéressante, en fait. Donc ça, c'est le deuxième feedback. Ton exposé du contexte institutionnel est clair et bien documenté. Tu poses les bases nécessaires pour comprendre l'enjeu de ton projet. Si tu voulais enrichir encore cette partie, tu pourrais expliciter. Moi, j'aurais ajouté par exemple, probablement, expliciter comment les priorités de ton institution soutiennent ou non la mise en place d'une communauté durable. Là, je le trouve beaucoup plus adapté à mon style, par exemple. OK? J'en dis pas plus, je pourrais montrer d'autres exemples, mais je voulais surtout faire réagir par rapport à ça et on peut en discuter juste après. Je voulais juste aussi, parce que actuellement, je travaille avec l'équipe de l'Université de Mons. Il y a une chercheuse de l'Université de Mons qui fait ça, son postdoc dans mon équipe. Et c'est Audrey Kumps. Et elle, avec ses collègues, donc Bruno Delièvre et Sabrine Ousni, travaillent beaucoup sur les intelligences artificielles. Et puis, ils sont amusés à corriger des travaux d'étudiants qui sont relativement semblables à ce que les étudiants me font dans mes cours. Enfin, en tout cas, oui, c'est comparable. Et donc, ils ont pris les notes des étudiants telles, ça c'est la première colonne hein, avec note totale, ça c'est la note que eux donnent en tant qu'enseignants aux travaux des étudiants sur 10. Puis ils ont comparé avec l'évaluation que ChatGPT ferait. Et on voit que c'est pas si éloigné que ça, en fait. Donc, ils ont entraîné ChatGPT avec les critères, avec la façon d'évaluer, avec la façon de pondérer, etc. Et on voit que c'est pas si éloigné que ça. Et ChatGPT est même un peu plus sévère, en fait. Donc, je trouve ça intéressant comme résultat, même si ça porte sur c'est juste un petit exemple. Hein, je ne crois pas que c'est nécessairement euh, euh, ça porte sur un grand nombre de choses. On ne peut pas tellement transférer ça à d'autres résultats nécessairement. Donc, je trouve ça intéressant quand même. Et puis, je finis par ceci. Quelques perspectives, agir au niveau personnel et institutionnel. D'un point de vue personnel, comme je le disais tout au début, franchement, faire cet exercice-là, ça m'a permis de prendre du recul sur ma façon d'entrer en relation avec les étudiants et de faire en sorte que le feedback passe bien, passe mieux, passe comme étant, euh, enfin, ou en tout cas se base sur une relation d'adulte où ben, on se dit les choses et où où il y en a un qui est amené à améliorer le travail qu'il a réalisé. Ça me permet aussi d'analyser comment moi je fais mes feedbacks en prenant du recul sur l'humilité pédagogique, sur des concepts comme ceux-là. Franchement, ça m'a donné pas mal d'idées sur la façon de rédiger mes feedbacks et je vois qu'avec ChatGPT ou avec une autre intelligence artificielle, ça peut fonctionner. Et puis ça m'a donné envie d'en savoir plus puisqu'avec Audrey Kumps de l'Université de Mons, on va faire une petite recherche sur les chatbots et voir dans quelle mesure les étudiants, quand ils utilisent un chatbot dans un cours, ont le sentiment d'être bien dans le cours, ont le sentiment d'être en présence avec le groupe ou avec l'enseignant. Et puis, d'un point de vue institutionnel, je crois que vous avez ce genre de réflexion aussi à
à la HESSO, mais aussi dans d'autres institutions, il y a plusieurs questions qu'on se pose, notamment sur quelle prise en compte des différents risques. ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles donnent des contenus erronés. Il y a un risque peut-être d'appauvrir la langue et la réflexion chez les étudiants s'ils ne font plus que des travaux avec des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles vraiment font défaut par rapport à la documentation. Et donc, dans quelle mesure on doit amener aussi les étudiants à rechercher par eux-mêmes de la documentation sur des sujets. La question des données personnelles et de la dépendance technologique aussi, ça doit être adressé à un niveau institutionnel et pas uniquement individuellement chez les enseignants. Formuler quelques règles communes. Alors bien sûr, depuis toujours, on oblige les enseignants dans nos institutions à au moins communiquer des objectifs, des critères d'évaluation, mais aussi mettre les étudiants devant leurs responsabilités. Ils peuvent utiliser a priori ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, mais ils sont responsables du contenu. Ils sont même propriétaires du contenu de ce qu'ils écrivent. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils doivent rendre des comptes par rapport à ça et qu'on mette, par exemple, dans mon institution, qu'on mette des systèmes de vérification des connaissances ou des compétences. Quand on a un doute sur un travail réalisé par un étudiant, on a toujours la possibilité chez nous de demander un oral de vérification. Et donc, on rencontre les étudiants et on leur pose toute une série de questions sur le travail qu'ils ont réalisé. Quelle éthique commune on utilise à laquelle on se réfère dans notre institution, notamment par rapport à l'accessibilité des étudiants aux outils? Est-ce qu'ils ont tous de façon égale accès aux outils? Quelle est leur autonomie? Est-ce qu'il faut les former à utiliser intelligemment ces outils d'intelligence artificielle? Mettre les personnes devant leurs responsabilités et puis accompagner et réfléchir aussi à l'impact environnemental. Quel accompagnement est-ce qu'on peut proposer autant aux enseignants qu'aux étudiants? Et puis les soutiens, la formation des enseignants. Je crois à l'HESSO, je crois que c'est pas mal avancé par rapport à d'autres institutions, mais c'est un enjeu très important aussi de ne pas utiliser des outils à tort et à travers. S'interroger aussi sur la charge de travail, si on veut modifier tout un cours avec l'intelligence artificielle, bien sûr, mais ça prend tout autant de temps que de modifier des cours sans intelligence artificielle. Voilà, je clôt un peu ma présentation sur ces questions-là, et puis je suis à l'écoute volontiers de vos questions, réactions ou commentaires, voire objections. Un tout grand merci à Amaury pour ce tour de piste, on va dire, sur le feedback à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être pour être transparent, donc on ne va pas enregistrer la partie questions-réponses, donc on va s'arrêter là avec l'enregistrement, de manière à vous ouvrir, à libérer la parole, on va dire,